les métiers doivent prendre le train de l'IA en marche, mais l'intelligence artificielle s'est invitée dans le wagon couchette, là où peut-être on ne l'attendait pas. On en parle tout de suite avec Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs, pour un échange à distance avec mon confrère Loïc Rivalin. On peut applaudir à distance, Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Bonjour, je vous entends très bien et je vous vois très bien. Eh ben, vous voyez comme quoi la technologie, c'est bon. On les avait presque oubliées, ces petites conférences en visio, parce qu'on avait réussi à avoir beaucoup de monde en plateau. On est content de vous avoir en visio tout de même avec nous, avec des magnifiques paysages derrière vous. Pour parler d'IA. Alors, j'ai été un peu étonné. Je pensais qu'avec la SNCF, on allait parler d'aménagement du territoire, des wagons couchettes, parce qu'on avait beaucoup parlé ces dernières années des wagons couchettes et des trains de nuit ensemble. Et finalement, c'est le sujet de l'IA qui s'invite sur la table, et ça m'a un peu étonné. C'est vrai qu'on a tellement tendance à voir l'IA, à parler de l'IA générative, qui a complètement pris l'actualité, ces IA qui nous aident au travail, qui nous aident à faire nos mails, qui nous servent aussi de production de contenu, aussi un côté très récréatif, très amusant, qu'on en oublie parfois que l'IA, c'est aussi l'IA algorithmique, c'est cette IA qui vient faire des choix difficiles avec une masse de données extraordinaire. Et là, j'ai visualisé le réseau SNCF avec son maillage très complexe. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un gigantesque cerveau, en fait, la France parsemée de rails. Est-ce que c'est ça l'IA de la SNCF? C'est cette IA qui vient dans le cerveau France travailler la donnée de nos transports? D'abord, je voulais m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous parce que, comme vous le savez, en particulier au point, j'aime être parmi vous et c'est un rendez-vous que je ne loupe jamais, au moins virtuellement. Donc vraiment, je voulais encore m'excuser, mais comme vous l'avez très bien dit en introduction, le numérique permet de faire beaucoup de choses, en particulier d'être à plusieurs endroits au même moment. Oui, je trouve que l'IA était un moment important pour la SNCF et pour SNCF Voyageurs en particulier, tout simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui circulent sur les réseaux, il y a beaucoup de données dans nos trains, et je voudrais juste en donner l'illustration à quel point toutes ces données, l'intelligence artificielle, et on va pas parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative, mais de l'intelligence artificielle tout simplement algorithmique ou de machine learning, comme on le dit dans notre jargon, qui existe dans notre entreprise depuis une dizaine d'années. Cette intelligence artificielle, je vais en donner quelques exemples comme extrêmement illustratifs. Tout le monde connaît notre application SNCF Connect. SNCF Connect aujourd'hui, c'est plus de 1,3 milliard connexions par an. Et c'est surtout des millions et des millions de parcours possibles. Eh bien, aujourd'hui, grâce à SNCF Connect, ça nous permet en temps réel de pouvoir vous proposer de multiples parcours, aussi bien les parcours ferroviaires que les parcours, par exemple, des bus de plusieurs villes en France ou tout simplement vos parcours à pied. C'est une Oui, j'ai appris. IA, ça En nous fait, permet... on peut, pardon, Pardon, Christophe, je vous en prie. on peut prendre son adresse depuis chez soi, en fait. C'est ça, je savais même pas. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on n'est pas Ouais, obligé de taper sa gare. sans doute que je fais sans doute pas assez de publicité. Oui, l'objectif, c'est que les Français, ils se déplacent pas d'une gare à l'autre. Les Français, ils partent de chez eux, ils vont au boulot, ils partent de chez eux, ils vont pour leurs loisirs. Et donc, c'est effectivement le tout en un. On a mis dans cette application Connect tous les billets de train. On en vend plus de 200 millions par an de ces billets de train. Et surtout, c'est je dirais, d'adresse à adresse. Et dans plusieurs cas, vous avez en Île-de-France, dans les métropoles, des Français qui l'utilisent tout simplement dans leur parcours à pied pour aller d'un endroit à un musée, par exemple. Et surtout, ça vous permet d'avoir qu'une seule application pour tous les trains de la SNCF, mais également tous les bus dans les agglomérations, jusqu'au dernier kilomètre, qui est souvent le plus utile. Et il y a de l'IA là-dedans. Alors, avant, on ne pouvait pas le faire sans l'IA. Non, c'est-à-dire que ça vous permet de vous générer l'ensemble des algorithmes, l'ensemble des données, et vous trouvez la meilleure solution pour aller d'un point A à un point B. Ça permet de prendre en compte les situations. Par exemple, il y a des situations perturbées. Un RER ne fonctionne pas, ou il y a un bouchon pour aller sur votre gare préférée. Eh bien, on va vous proposer une autre solution. Donc, c'est de l'IA avec du temps réel
qui est associé et qui permet du coup aux Français de pouvoir, avec une seule application, d'avoir toutes les mobilités en un, tout simplement. Et puis, pendant les Jeux Olympiques, si on parle aussi de l'IA pour pouvoir, je dirais pour les Français, on a mis en place une application qui permettait de traduire 130 langues. Et ces 130 langues, elles sont derrière avec un moteur d'intelligence artificielle et qui est connecté aux bases de données qui sont les nôtres, les bases de données de transport, de telle façon, là encore, en 130 langues, permettre je dirais, d'aider nos concitoyens, et en particulier européens et internationaux, qui ne parlent pas forcément de français et qui ont besoin d'être aidés par nos contrôleurs ou nos agents d'escale. Et je crois qu'il y a même des applications où vous travaillez dessus on voit ça alors sur un peu comme un Google Live où on peut scanner la gare et se déplacer, voir le bon chemin. En tout cas, vous travaillez là-dessus aussi sur de la reconnaissance d'images pour se déplacer au sein des gares. Alors, on a Un projet. aussi la possibilité, on a effectivement un projet dans les gares, tout simplement pour vous aider dans une espèce de déplacement virtuel qui vous aide à vous guider, parce qu'on oublie souvent, un Français sur deux prend par exemple, un train de longue distance une seule fois par an. Donc, c'est rentrer dans une gare, C'est ça peut stressant. être Oui, c'est anxiogène. stressant, je vous confirme. Et du coup, eh bien, on indique l'endroit sur le quai où vous pourrez vous positionner pour être à la bonne place, là où s'arrêtera le train. Et effectivement, c'est une assistance pour nos voyageurs, pour bien connaître le lieu où se trouvera le train. Et puis, on a fait en région parisienne, sur l'ensemble des RER, en particulier pendant les périodes d'affluence, on a mis des indicateurs sur les quais pour indiquer quelles étaient les voitures sur lesquels il y avait peu de voyageurs. Là encore, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des caméras qui scrutent le train dans toutes les gares. Et lorsque vous êtes dans une gare A, par exemple, eh ben, la gare juste avant, la caméra aura visualisé la composition du train et le taux d'occupation. Et comme ça, la gare suivante, lorsque vous attendrez votre train, eh bien, vous saurez quelle voiture est très occupée et celle qui est plus libre. En un mot, on le sait très bien, hein, en Île-de-France, et c'est valable aussi dans les métropoles, en tête de train, tout le monde veut y être, tout simplement pour descendre le plus vite, et puis pour prendre le métro, alors qu'il y a plein de places en fin de train, et donc ça permet de mieux répartir les voyageurs, et surtout de permettre aux voyageurs qui ont besoin d'être assis tout simplement, qu'il y ait une accessibilité, de pouvoir bien évidemment y accéder. Alors là, on parle d'amélioration très quotidienne, très utile, hein. J'ai pris une citation, une page que j'ai trouvée sur le site de la SNCF. On a des scénarios prédictifs qui sont dignes du futur. Je vais vous lire quelques lignes que j'ai trouvées sur votre site. Dans son centre de supervision du réseau transilien, l'agent Martin s'interroge. Un bagage sans propriétaire vient d'être repéré dans un train. Le trafic est bloqué. Que faire pour préparer le retour à la normale? Laisser le retard se résorber, supprimer des trains. Sur une grande table interactive, il sélectionne le scénario choisi en tournant la molette navigation temporelle et l'état du réseau est projeté dans le futur. Plusieurs solutions sont proposées par l'intelligence artificielle qui peuvent être ainsi testées, visualisées avant d'être mises en œuvre. Et ça rejoint ce que vous disiez, les scénarios prédictifs tiennent compte en temps réel de l'affluence du réseau, bien sûr, du nombre de trains en circulation, de la météo, du match de foot programmé. J'imagine de la vache demain qui va passer devant les trains et du coup de vent sur les rails. J'ai un peu l'impression de voir Tom Cruise, vous savez, qui manipule là, les boutons dans Minority Report. C'est un peu du scénario pop culture où vous travaillez vraiment sur des scénarios comme ça prédictifs, où l'IA finalement elle vous aide et elle aide les agents à prendre des décisions, c'est ça? Oui, non, on n'est pas dans Minority Report, c'est vraiment des choses que l'on travaille. D'abord parce que on l'oublie souvent, mais dans notre entreprise, on fait rouler 15 000 trains tous les jours. Il y a 5 millions de Français qui les prennent. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, nous avons un grand nombre de scénarios qui viennent sur la base d'intelligence artificielle, qui viennent aider nos opérateurs. Je donne un exemple très concret, vous l'avez donné. Il y a un coup de vent. En ce moment, il y a un coup de vent comme vous le savez peut-être, sur la Normandie et sur l'Ouest. Eh bien, on décide d'arrêter les trains, mais on les arrête les trains qu'à un seul endroit. Nous avons des scénarios qui sont préprogrammés et ces scénarios sont complétés dans l'intelligence artificielle de telle façon à ce que nous puissions donner un plan de transport complètement différent à nos voyageurs
qu'ils puissent le regarder sur SNCF Connect et puis modifier ainsi leur parcours. Ou ça peut être un autre incident, c'est un incident en ligne, par exemple, un bagage abandonné, vous le signaliez. D'abord, sur les bagages abandonnés, ce que l'on fait, c'est qu'avec nos caméras qui sont en gare, on regarde si ce bagage abandonné, c'est quelqu'un qui l'a oublié tout simplement par faute d'inattention ou si quelqu'un l'a déposé volontairement. Nous engageons dans ce cas-là pas du tout les mêmes mesures de sécurité et c'est important pour nous. Et l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir suivre un bagage en particulier de façon pour l'instant expérimentale. Et enfin, vous avez la prédiction du temps pour rétablir un trafic. Le train s'est arrêté parce que tout simplement, il y a un obstacle sur la voie. En fonction de la nature d'obstacle et de là où se trouve le train, nous faisons des prévisions et l'intelligence artificielle, sur la base de l'ensemble des scénarios que nous connaissons, et puis surtout sur la base du nombre d'incidents qui a pu se produire de la même nature, ben, nous permet d'élaborer l'heure à laquelle nous pourrons rétablir un trafic normal. Donc l'intelligence artificielle, pour nous, elle est à plusieurs endroits. Elle est pour les clients, comme je l'indiquais à l'instant, et puis elle est aussi pour, je dirais, augmenter le savoir-faire de nos collaborateurs. Par exemple, on l'a également sur de la maintenance, ou grâce aux données que nous avons sur la maintenance de nos trains, on a de moins en moins de maintenance, je dirais, préventive, comme on l'avait il y a quelques années sur sa voiture, où on allait faire la révision tous les 10 000 km. Nous, aujourd'hui, les trains sont archi connectés et ça leur permet de nous donner une donnée, de l'algorithme et de l'IA. Et ainsi, par exemple, on arrive à faire des économies entre 5 et 7%, où je dirais, on fait plus de kilomètres, ou tout simplement, on fait rentrer un train plus tôt, parce qu'on voit que la clim fonctionne moins bien, ou que les portes frottent, de telle façon à ce qu'il y ait de moins en moins de panne, et surtout avec un objectif qu'on a fixé pour l'ensemble de SNCF Voyageurs, zéro panne en ligne d'ici 10 ans. Ça veut dire quoi, zéro panne en ligne? Ça veut dire que plus personne n'aura un train qui tombe en panne parce que la maintenance a été déficiente. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, c'est la question du signal faible, c'est ça, des signaux faibles. C'est-à-dire qu'avec l'IA, on analyse la donnée tellement finement, de manière tellement granulaire qu'on est capable d'aller voir, parce que vous disiez la porte qui frotte, le système de climatisation, le petit j'imagine l'erreur d'aiguillage qui chauffe. Voilà, on arrive à voir ce qu'un cerveau humain est pas capable finalement de voir. C'est des données extrêmement fines et des données nouvelles en fait. Oui, et puis c'est la somme de toutes ces données, et puis notre centre d'ingénierie avec les plus de 1300 ingénieurs qui font que ça, ben, la somme de ces données et ces signaux faibles, ça nous permet, ben, je dirais, d'anticiper des causes de type j'arrête un train parce que la clim ne fonctionne pas ou un aiguillage est en difficulté. Donc véritablement aujourd'hui, on parle souvent de l'IA générative en montrant un robot qui a une conversation intéressante avec vous. Nous, aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on utilise. On utilise une intelligence artificielle véritablement algorithmique depuis une dizaine d'années, parce que tout simplement, on a des trains qui sont très, très communicants, et ça nous permet d'anticiper soit des réparations, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, en cas d'incident, lorsqu'on fait rouler 15 000 trains, comme c'est notre cas, ben, d'anticiper les difficultés aléatoires qui vont se passer dans une journée normale. Est-ce que l'IA peut s'inviter dans la cabine du conducteur ou de la conductrice? Est-ce que ça peut être une aide? Est-ce que ça peut être... Alors, l'IA, elle est déjà dans la cabine du conducteur. Tout simplement, c'est une assistante, c'est une assistance, pardon. Le conducteur, il a devant lui son iPad, et maintenant, dans son iPad, il a, je dirais, une assistance pour savoir et pour bien tenir son horaire, c'est-à-dire accélération et décélération du train. Et sur cet iPad, on lui donne des recommandations en fonction de la météo, en fonction du poids du train et puis surtout en fonction de la géographie de la ligne, parce que ça monte et ça descend comme en voiture. Et cet iPad, il est configuré avec les milliards de données et de l'intelligence artificielle qui permet d'assister le conducteur. Et je dis bien assister, c'est bien le conducteur qui décide, mais ça lui permet tout simplement d'être plus à l'heure, mais je dirais surtout de consommer le moins possible d'énergie électrique, car les Français le savent peut-être pas, mais SNCF Voyageurs est le premier consommateur d'énergie électrique en France, 10% de l'énergie électrique industrielle, et on consomme à peu près 1 à 2% de l'énergie électrique de tous les Français. Vous voyez
de mes confrères étaient là juste avant moi sur l'électricité. Donc 1 à 2%, c'est fait pour faire rouler des trains. Et c'est là, Boris, qu'on voit que tu vas pouvoir devenir conducteur de train, parce que si ça concerne les iPads, Boris a toujours son iPad vissé à la main. Donc tu vas pouvoir conduire des trains, ça va être facile pour toi. On parle Je ne sais pas juste. si je sais pas si l'IA de Boris lui permet de me poser la prochaine question, en revanche. Il faut que je reboote parce que là, j'ai un écran noir, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Erreur 404. On peut, puisque vous évoquez le sujet de l'énergie, l'IA permet un ordre d'idée, parce que vous avez dit, vous parlez de consommation globale, mais pour optimiser donc effectivement la consommation, on arriverait à combien d'économies en pourcentage? Vous avez ces infos-là? Oui, alors les économies qu'on fait sur les trains, elles sont de deux natures. C'est ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire, c'est un programme chez nous qu'on a appelé OptiConduite, c'est-à-dire que ça permet à nos conducteurs d'optimiser leur conduite pour arriver à l'heure tout en consommant le moins possible d'énergie électrique. C'est entre 5 et 12% d'énergie électrique qui peuvent être, je dirais, économisées grâce justement à cette assistance que nous donnons maintenant à l'ensemble de nos conducteurs. Et puis, il y a aussi tout simplement ce qu'on appelle l'opti-stationnement. Cet éco-stationnement, ça permet tout simplement d'arrêter tous nos trains, je dirais, et qu'ils arrêtent de consommer lorsqu'ils sont à l'arrêt. Beaucoup de nos trains ont été conçus il y a très longtemps, et pour vous donner quelque chose qui n'existe plus, eh bien, on laissait les trains sous tension toute la nuit, tout simplement parce qu'il y avait un frigo à l'intérieur où la femme de ménage devait passer l'aspirateur. Tout ça est révolu depuis une quinzaine d'années, mais aujourd'hui, on continue à améliorer notre consommation électrique, comme vous le voyez aussi bien dans l'aérien que dans la voiture. Et est-ce que tout cela est l'apanage des trains rapides, des trains à grande vitesse, ou est-ce que l'IA, on va la trouver aussi dans les TER? Je vous dis ça parce que nous sommes présentement en Occitanie. On sait que l'Occitanie, c'est un point important, enfin que la présidente de région est très attachée au financement du TER. Et, voilà. Est-ce que aussi ces lignes-là bénéficient des avancées de l'IA? Je dirais même que c'est là où il y a le plus d'IA, c'est dans les trains du quotidien. Pardon pour ceux qui adorent le TGV, mais aujourd'hui, alors, quand il y aura le TGVM, la dernière génération qui va arriver à la fin de l'année 2025, oui, le TGVM sera le plus à jour, mais aujourd'hui, c'est les trains que vous voyez circuler dans toutes les régions qui ont aujourd'hui le plus d'intelligence artificielle. Et je dirais même, lorsque vous regardez un train, si vous le coupiez en tranches, par tranche d'un mètre, il y a une quinzaine d'années, vous aviez à peu près 10 mètres de fil pour faire un mètre, pour pouvoir connecter les principaux organes. Aujourd'hui, c'est plus de 20 kilomètres de câbles que vous avez par tranche d'un mètre. C'est vous dire à quel point l'ensemble des organes d'un train sont connectés et ce qui circule sur ces câbles, c'est du numérique, donc de la data. Donc oui, les trains sont archi connectés et je dirais que c'est même les trains régionaux qui sont le plus à jour sur ces sujets. Et alors, concrètement, toutes ces IA, on a parlé beaucoup de souveraineté numérique et de traitement des données, de RGPD ce matin avec nos invités. Alors, concrètement, ces IA, c'est quoi qui travaille derrière? Vous faites appel à ChatGPT, à Mistral qui est français, vous développez vos propres algorithmes. Qui a les données et à qui la SNCF achète cette intelligence? Alors, là, ce que vous venez d'évoquer, ChatGPT, vous parliez de Mistral, ça c'est de l'IA générative. Générative, tout à fait. Oui. Donc cette IA-là, elle est vraiment, on est au début de cette IA chez nous, comme dans toutes les autres entreprises. Nous, ce qu'on a décidé, c'est que d'abord parce que l'IA, ça se repose d'abord sur des principes de cloud. Et aujourd'hui, l'ensemble des clouds que nous avons, d'abord on en a plusieurs pour être sûr de ne pas être dépendant de l'un d'entre eux. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'ensemble des serveurs sont en France et le codage de ces serveurs est assuré par la SNCF. Donc, pour protéger nos données, il y a deux choses. Un, on fait appel aux tout meilleurs, donc ils sont américains, donc là c'est certain, mais il y en a aussi des Français, OVH par exemple, sur lesquels, sur des données plus particulières, plus, je dirais, régaliennes, on s'appuie. Et le dernier, c'est nos propres serveurs sur lesquels nous appuyons sur les données stratégiques et sur lesquelles on ne veut pas qu'ils circulent ailleurs que chez nous. Donc il y a trois couches, interne SNCF,
des clouders français ou des clouders américains. Et sur les clouders américains ou français, l'ensemble des serveurs et les fermes de serveurs sont en France et elles sont ensemble, complètement cryptées par nous. Est-ce qu'on peut imaginer que, avec justement cette montée en puissance de l'IA, les trains communiquent entre eux quand ils se croisent, quand ils se donnent des informations? Oui, on est un peu projeté dans le futur. Alors, on n'est pas en train de développer une intelligence autonome qui prendrait le pas sur le reste et ils iraient se balader sur le réseau secondaire, mais est-ce qu'ils se donnent des infos? Est-ce qu'ils se tiennent au courant de dire... C'est plus l'IoT, Ouais, c'est l'IoT, mais l'Intelligence of Trains, quoi. c'est ça. C'est les trains communicants. Non, alors ils communiquent déjà entre eux, hein, les Ouais. trains, je vous Mais là, rassure, de les trains façon communiquent entre eux, vraiment mais smart. Mais se dire des trucs intéressants, voilà, plus intéressants. T'as vu le alors les voyageur trucs de la intéressants, place 52? non mais je vais vous dire les trucs intéressants qui se disent, c'est aujourd'hui, et vous l'avez vu, on a interrompu la circulation entre Paris et Lyon sur le pont du 11 novembre, avec un objectif, faire circuler plus de trains entre Paris et Lyon, de telle façon à ce que ça irrigue encore plus le territoire. Aujourd'hui, vous pouvez faire circuler sur la ligne entre Paris et Lyon 13 trains. Eh bien, l'opération qui a été faite par SNCF Réseau au moment du 11 novembre, c'est de pouvoir faire passer de 13 à 16 trains à l'heure. Et la vraie différence qui va se passer, c'est qu'en permanence, le train de devant dit au train de derrière où il est. Ce qui vous permet de garder une distance continue entre ces deux trains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu comme sur la route. Les voitures ne regardent pas la voiture de devant, il y a des feux. Donc, vous ne passez que quand vous êtes au vert. Eh bien, demain, les trains vont communiquer l'un avec l'autre et je garde une distance de sécurité, mais cette distance de sécurité, elle est en mouvement. Et c'est grâce justement à toutes ces datas que nous travaillons en temps réel que l'on peut le faire. Et c'est grâce à ça que vous pouvez passer tout simplement de 13 trains à l'heure à 16 trains à l'heure. Donc oui, les trains communiquent entre eux. Je suis navré pour vous, ils ne se communiquent pas le nombre de passagers ou les conversations qui se tiennent dans les voitures, à la voiture bar. Mais en revanche, ils se disent où es-tu pour que je puisse continuer à aller aussi vite que toi? Est-ce que c'est possible? Alors, vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui va piloter le train. Vous parliez de conducteur qui est assisté par ses tablettes, d'aide au freinage pour optimiser l'énergie. Est-ce que quand même, il y a dans les tuyaux de la SNCF l'idée que certains trains puissent être pilotés uniquement par l'IA? Et je pense aussi à quelque chose que vous aviez rapidement évoqué l'année dernière, c'était les... Alors, je crois que vous aviez utilisé le mot de train capsule. Enfin, c'est ces petits trains un peu autonomes sur lesquels planche la SNCF pour aller dans des zones moins bien desservies. Et est-ce que finalement, le rail, c'est pas un formidable terrain de jeu pour apprendre à conduire beaucoup plus simple que la route, qui a une vraie 3 dimensions, qui est beaucoup plus difficile. Donc, est-ce que quand même, on n'a pas intérêt à mettre un peu d'IA qui pilote les trains? Est-ce que vous y planchez? Alors oui, on planche sur ces sujets-là, mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plutôt pour assister un conducteur que Oui. véritablement remplacer le conducteur, parce qu'on pense que la première étape, c'est véritablement d'assister un conducteur et en toute sécurité. Donc vraiment, c'est cette étape-là que nous faisons. Là où je vous rejoins complètement, il y a maintenant une quinzaine d'années, on nous disait que toutes les voitures seraient complètement autonomes et sans conducteur. 15 ans plus tard, il ne me semble pas qu'on puisse connaître une voiture qui soit capable de reconnaître toutes les situations qui existent. Le train est un peu différent, et là c'est là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une dimension de moins par rapport à la voiture, c'est que vous êtes guidé que sur les deux dimensions, et ça simplifie effectivement les travaux que nous faisons. Et justement, on met de l'intelligence artificielle pour améliorer. Mais là, on en est à cette étape-là de comment on assiste le conducteur sur ces phases-là. Les seuls endroits où véritablement il n'y a pas de conducteur, vous les connaissez déjà, hein, c'est la ligne 14 du métro, par exemple. C'est le métro dans quelques villes en France. Mais vous êtes dans une zone qui est archi fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'intervention extérieure. Vous avez des portes palières, vous avez des tunnels ou vous avez des grillages qui font qu'on est en site absolument propre et donc il n'y a aucune difficulté et aucune possibilité, je dirais, de mettre en danger la vie de quelqu'un.
Après, il y a une notion d'acceptabilité. Enfin, d'abord, il y a un volet social. Ce serait envoyer un drôle de signal à dire aux cheminots, attendez, demain vous allez être remplacés. Et puis il y a la notion de est-ce que je suis capable de monter dans un train sans supervision humaine? Là, c'est encore une autre étape psychologique. Mais aujourd'hui, quand vous montez dans le métro où il n'y a pas de conducteur, l'acceptabilité, elle existe. Hein. Oui, Vous parce montez que dans un métro, il n'y ce a que personne. ce que vous citez, c'est typiquement le cas à Toulouse, mais vous l'avez dit Exactement, fort pareil. justement vous-même, il y a des portes palières, il n'y a aucun moyen qu'il y ait une intrusion extérieure. Donc, c'est pour ça qu'on l'accepte. Oui, et c'est pour cette raison, je pense que on développe toujours des sujets qui permettent d'améliorer la conduite, mais on n'en est pas du tout au point de se dire que le prochain TGV sera sans conducteur. Je pense que la première étape, d'abord, c'est d'assister le conducteur afin que, un, il arrive toujours à l'heure, et deux, il soit le moins énergivore. Alors là, on a fait le tour des IA qui sont sympas parce qu'elles nous aident à être à l'heure, parce qu'elles assistent notre conduite, elle est même tellement sympa qu'elle nous traduit en japonais ou en chinois tous les symboles de la gare. Est-ce que la SNCF a des IA aussi pour rendre encore plus complexe et moins lisible ses prix? Euh, Est-ce on peut avoir une IA un peu qui vient aussi analyser, parce que c'est fait partout, pardon, mais c'est fait partout, et le yield management et le management par le prix a pris partout, et l'IA peut aller sur un niveau de sophistication formidable. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est étudié à la SNCF? Aujourd'hui, il y a de l'IA un peu partout, vous avez raison. Oui, aujourd'hui, il y a des tarifs dynamiques qui existent à la SNCF. Je pense que vous n'êtes pas le premier journaliste qui me pose cette question. Est-ce qu'il y a J'avoue déjà que eu je ne m'y attendais pas. Est-ce qu'il y a déjà eu une table ronde où on Franchement, vous je a jamais m'attends. parlé de prix? Ouais. Non, vraiment, franchement, je ne m'attendais pas du tout à la question et les tarifs de la SNCF. Parce que franchement, Je suis on comme nous en parle ChatGPT, je jamais. suis extrêmement prévisible dans mes questions. Voilà. D'abord, je vais mal répondre à votre question. Comme je vous le disais, on fait rouler tous les jours 15 000 trains. Sur les 15 000 trains qui circulent tous les jours, il y en a plus de 14 000 qui sont soit des Transiliens, des RER, soit des TER. Et là, je pense qu'aucun Français peut dire que les TER, et en particulier en Occitanie, là où vous êtes, sont des trains qui sont chers. La preuve, comme le dit la présidente d'Elga, il y a de plus en plus de voyageurs qui prennent le TER, et il y a une offre TER qui est d'extrêmement bonne qualité et qui est à un prix imbattable. Donc non, le TER, non, le train n'est pas cher. Mais j'imagine que ce n'est pas cette question que vous me posiez la question du prix du TGV. Oui, le TGV, aujourd'hui, a un certain prix, mais notre objectif, c'est qu'il soit toujours moins cher. Et pour qu'il soit toujours moins cher, je sais que les journalistes aiment me parler des prix qui sont chers, mais moi, j'aime bien aussi leur parler des prix pas chers. Grâce à ce yield management, le revenu management ou les prix dynamiques, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ça me permet de fabriquer des petits prix. Et ça me permet, dans certains cas, plutôt qu'un tarif fixe, eh bien, d'avoir dans 3 cas sur 10, et c'est le cas souvent des personnes qui me posent la question, bah, dans 3 cas sur 10, c'est un peu plus cher que le prix fixe, mais dans 7 cas sur 10, c'est beaucoup moins cher que le prix fixe. Et malheureusement, ce n'est pas les 7 sur 10 qui viennent me demander pourquoi c'est pas cher, c'est souvent les 3 sur 10, et je le comprends. Mais c'est vrai que lorsque vous prenez, et si je le faisais maintenant, un Paris-Toulouse, et que je décide de descendre à Toulouse à l'heure maintenant, c'est beaucoup plus cher que si j'avais pris tout simplement un TGV jeudi à 14 heures. Et c'est ça le yield management, c'est d'essayer de toujours remplir les trains pour que les Français aient une offre possible et surtout essayer de les aider à avoir le meilleur prix, même s'ils doivent effectivement se décaler un petit peu. Mais je rappelle, hein, un billet de TGV sur deux est à moins de 45 euros. Merci beaucoup, Christophe Aniché. Merci d'avoir été avec nous. C'est la tradition désormais de vous avoir à Futuropolis et c'est toujours un plaisir. Notre première Plaisir journée partagé. à Toulouse School of Economics s'achève. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain matin à 10 heures. Merci encore. Merci, au revoir. Merci.